Cette cellule, c'est pas une entreprise, c'est pas tout ce qu'on a entendu ce matin. Cette cellule, donc, c'est pas une entreprise, elle n'a pas vocation à faire tout ce que j'ai pu entendre ce matin dans les travers. C'est une association de loi 1901, basée donc sur toute la Normandie et financée donc par l'Agence régionale de santé, la région et les divers projets, notamment ceux portés par le PCI ou encore les CPTS. Voilà, c'était le schéma de quelques collaborateurs au départ, et on est dans un format où effectivement le docteur Leveneur est présidente de cette cellule avec une direction, simplement quelqu'un qui est sur la partie administrative, et toute la reste de l'équipe, ce sont des assistants de coordination ou opérateurs de soins non programmés, enfin en tout cas le travail est le même, on le verra tout à l'heure. C'est quoi le RAF? Responsable administratif et financier, tout simplement. Le soin non programmé, compte tenu du public de ce jour, je passe largement à la définition que vous connaissez tous. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette cellule? Donc effectivement, toute la partie droite, elle nous semble intuitive, c'est la réception, la qualification des appels, on y reviendra tout à l'heure. Et on s'aperçoit bien plus que ça, et en collaboration, bien sûr, en soutien opérationnel de l'URML, on agit comme un peu le territoire suisse, j'ai l'habitude de l'appeler comme ça, puisqu'on est neutre, cette cellule, on est vraiment l'outil des gens du terrain, pragmatiques, avec des solutions, avec des soutiens opérationnels sur l'ensemble des dossiers que l'on verra tout à l'heure en détail. Donc on fait tout ce qui est co-construction de projet, mais aussi management des indicateurs, puisque vous avez besoin tous de savoir les vrais indicateurs de vos territoires. L'animation du territoire, on en verra tout à l'heure. Sur la partie opérationnelle, qu'est-ce que c'est? On reçoit des appels de toutes parts, mais jamais en front des patients. Jamais, 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 jamais. Donc on n'est pas une solution en plus sur un millefeuille qui est déjà suffisamment indigeste pour la population à comprendre. Donc on n'est pas un SAMU centre 15, on n'est pas en front avec la population. PS, c'est professionnel de santé hors médecin? Non, tout professionnel confondu. On qualifie les appels, donc les assistants de coordination, à travers des protocoles que l'on a bien sûr très très larges et détaillés, viennent qualifier les appels, font des anamnèses sur chacun des appels, chacun des appels a sa fiche d'anamnèse avec antécédents, allergies, etc., et puis anamnèse complète, que l'on pourra transférer aux effecteurs. Donc là aussi, un gain de temps et une compression du temps de découverte du patient. La supervision médicale, on a une présence de médecins de 8h à 20h en supervision médicale de chaque appel où la supervision est nécessaire. Et bien sûr, on garantit le respect du parcours de soins, on y reviendra tout à l'heure. Tous les appels initient un appel vers le médecin traitant. Toujours, 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 et on cherchera toujours à avoir le médecin traitant, même si ça nécessite parfois d'attendre une demi-heure pour avoir le retour. Le but du jeu, c'est d'éviter le consumérisme médical. On évoquait la thématique tout à l'heure. Quelle que soit la solution informatique, une case, par nature, ça se remplit. Et pas toujours de la façon dont on veut, à la fois dans l'organisation en temps, mais aussi dans la nature, vous le savez bien, du rendez-vous. Donc les fondements, c'est ce que je viens de vous souligner. Le respect du parcours de soins, on interroge le médecin traitant, la sécurisation du parcours de soins par la qualification et la supervision médicale, et puis l'anamnèse transmise, telle que je vous le disais tout à l'heure. L'éducation du patient, vous connaissez tous le problème du lapin, donc on peut avoir la même chose. À la différence, c'est que sur un projet et un territoire où on va maîtriser le SAS, la CPTS, le patient il peut rentrer par la porte ou par la fenêtre, on le ramènera toujours au médecin traitant, et s'il abuse une fois d'une solution, généralement, il a très très vite compris qu'il revient au même point et il ne rejouera plus. Voilà. On rééduque les masses populaires à l'utilisation du système. C'est-à-dire que les mecs ne sont pas contents parce qu'ils ont un rendez-vous à 18h30 et qui gueulent et qui veulent une autre solution. On rappelle le médecin traitant à chaque fois, comme ça a été dit. Il a un rendez-vous à 18h30 ou 11h15 demain. Ok, il va à ce rendez-vous-là, terminé, il n'a pas d'autre solution. Alors, il y a vous, médecins de premier et de second recours, il y a tout l'écosystème autour qui tente à trouver des solutions parce que normalement, plus on est nombreux, plus on trouve de solutions, mais ce n'est pas toujours le cas quand ce n'est pas coordonné.
Donc pour le coup, on fait ce lien hôpital, ville et territoire dans plusieurs cas de figure. On l'a vu tout à l'heure, les territoires prennent la compétence santé et peuvent se saisir d'une solution de téléconsultation ou d'un médicobus, par exemple, sur un territoire. Et puis l'hospitalier est de plus en plus, je pense que vous ferez une parenthèse là-dessus, de plus en plus la cellule est sollicitée par l'hôpital et par les centres de soins non programmés, notamment des hôpitaux, qui demandent à ce que l'agenda se remplisse, mais se remplisse de manière coordonnée, certaine et qualifiée. Donc on fait ce travail-là aussi sur le lien que l'on fait avec les hôpitaux, notamment dans le cadre des CPTS, avec lequel nous sommes partenaires. Voilà, l'image, c'était bien sûr l'image du lien. Donc les différents projets, vous les avez en résumé ici, on va les détailler rapidement, puisque le but du jeu, c'est plutôt de faire place à vos questions et que, j'imagine, voilà, vous transposez l'image de la cellule dans ce que vous avez dans chacune de vos régions. Souvent, vous en avez un bout ou une autre forme, donc c'est qu'on échange là-dessus. Donc dans les activités, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc le travail qu'on a indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire un médicobus. Donc un bus avec des médecins à bord, donc là aussi on assurera la coordination, on va le voir en détail. Les services d'urgence, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la porte des urgences, l'IAO reçoit le patient, dit voilà, le service est soit fermé ou en tout cas surchargé, on ne peut plus vous recevoir, qu'est-ce qu'on fait de vous? Le service des urgences a le numéro d'appel de la cellule ou un canal informatique. Nous sommes saisis de l'identité du patient tout simplement et des premiers symptômes et on se charge du patient jusqu'au placement du patient dans une solution adaptée. On géolocalise tous les appels. On a géolocalisé aussi tous les médecins généralistes qui sont déclarés volontaires pour faire du soin non programmé. Et ça, c'est intéressant. La cellule fait un boulot de dingue. Elle a bourré, par exemple, tout le département de la Manche, du nord au sud. Et c'est un long département quand même. Sur 335 généralistes de la Manche, on a 311 volontaires. Et on a été très surpris de ce résultat-là, parce que dans la Manche, il y a quand même pas mal de clusters médecins pour demain et tout ça. Même ces gens-là, ils ont dit OK, nous on participe parce que c'est des libéraux qui causent aux libéraux. On n'ira jamais sur une plateforme, on ne veut même pas entendre parler du SAS, on deal avec la cellule. Et on est de fait, c'est écrit opérateur de soins non programmés de la branche libérale du SAS 50 par exemple. Et les généralistes ne savent pas, si, ils savent payer un SAS, mais ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'ils disent OK, moi je prends le gamin qui a 39, on ne lui demande pas de bloquer des créneaux, c'est lui qui dit je le prends à 18h30 ou demain matin à 11h ou je ne sais pas quoi. Et voilà, et avec ça, on finalise 99% des dossiers transmis par exemple par le SAS 50. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le SAS qui, dans la tête de beaucoup, et aussi dans l'idée initiale, sauf avis contraire, c'est la mise à disposition de vos créneaux sur un outil informatique. On est à l'antithèse de tout ça, puisqu'on ne vous demande pas de créneaux dédiés, si tant est que vous puissiez nous en donner, alors tant mieux, mais on va répartir l'effort de guerre sur l'ensemble des effecteurs. Et on considérera que, sauf avis contraire, vous êtes volontaire. Ça veut dire qu'on essaye une fois, 2 fois, 3 fois. Ok, vous n'êtes peut-être pas satisfait, content ou prêt à ce moment-là, mais c'est pas grave. On continuera sous le même principe. C'est 1, médecin traitant toujours et encore. 2, domiciliation. Et 3, effort collectif. Toujours la même chose. Rapidement, donc téléconsultation assistée augmentée, juste pour dire que, bien sûr, loin de nous l'idée d'une cabine de supermarché. Donc, on implante sur le territoire des solutions avec les professionnels de santé du territoire, pharmaciens, infirmiers, qui viennent, pareil, là aussi, dans un effort collectif, consacrer 2 heures, 3 heures, une demi-journée par semaine ou par mois, ou le mois de juin, je peux, et le mois de juillet, je peux pas, etc. On fait cette synchronisation tous les mois de l'ensemble des agendas, pour dire voilà, le spot de télémédecine dans ce quartier-là, je peux l'ouvrir tel et tel jour parce que j'ai jonglé avec l'ensemble des disponibilités des libéraux qui ont aussi des fois des quotes-parts d'activité
salariés, par exemple, dans un hôpital, etc. Donc on va jouer avec tous les agendas et sur tous les sites pour arriver à remplir l'ensemble des trous pour la partie téléconsultation assistée aux clients. Il y a le truc commence à être bien connu et les remplaçants appellent la cellule en disant la semaine prochaine, je suis à tel endroit, je n'aurai pas 100% des canaux de consultation qui seront remplis, je suis disponible. Et ça s'est su par capillarité, par tout ce que vous avez. Et les remplaçants, dès qu'ils vont remplacer quelque part, ils appellent la cellule en disant à cet endroit-là, à Branche, en ville ou je ne sais pas où, je vais être en consultation là pendant toute la semaine ou pendant 15 jours. Vous pouvez m'envoyer des patients. Donc rapidement, le schéma que je vous présente sera le même à peu près sur tous les projets. On a un patient qui se présente à un professionnel de santé. Ça peut être un secrétariat, un de vos secrétariats, ça peut être une infirmière, ça peut être un pharmacien, ça peut être une sage-femme qui se retrouve face à une situation où le patient n'a plus de médecin traitant ou le médecin traitant est indisponible pour X ou Y raison. Alors, le professionnel de santé saisit la cellule pour qu'on prenne en charge la situation jusqu'à son règlement total. Donc ça peut être du soin non programmé, et comme vous le savez, malheureusement le contexte fait que le soin non programmé, sa définition s'élargit, puisque tout patient sans médecin traitant, par définition, ce sera quasiment que du soin non programmé. Et bien tous ces patients que l'on détecte sans médecin traitant, on va faire ce rôle sur l'ensemble des puzzles que vous avez vus tout à l'heure, qu'il rentre encore une fois par la porte, par la fenêtre, etc. On va le capter et on va lui dire, ok, toi ton soin non programmé, bon, c'est la grippette, c'est pas grave, t'as 16 ans, t'as pas forcément besoin d'un médecin traitant. Par contre, toi, à 70 ans, t'avais un médecin traitant pendant 30 ans et finalement, t'as pas de consultation ces 2 dernières années, je pense qu'on peut faire quelque chose avec toi et rapidement. Donc, on va se mettre en branle, bien sûr, avec l'ensemble des CPTS quand il y en a. Quand il n'y en a pas, on va voir autrement avec chacun des effecteurs de la domiciliation du patient pour aller jusqu'au bout et trouver une solution. Et j'ose... On joue le jeu du parcours de soins et du médecin traitant, hein, vous l'avez compris. On rappelle toujours le médecin traitant s'il y en a un. Si on n'a pas, on se débrouille parce qu'on a identifié les volontaires pour prendre des soins non programmés. On leur pose une deuxième question. Est-ce que vous êtes partant pour être éventuellement médecin traitant d'un patient de 70 ans en ALD sans médecin traitant? Et on arrive à recaser les gens dans le système. Et j'ose dire, quelle que soit la solution, et quelle que soit la porte d'entrée, que vous avez un effort collectif et que quelle que soit votre posture, quel que soit votre âge, quel que soit votre taux de fatigue, quel que soit. On voit aujourd'hui sur les territoires, en tout cas celui de la Normandie, qu'on a toujours. La cellule et mes opérateurs ne se font jamais envoyer balader. Jamais, 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 jamais. Et ça, je le souligne pour qui de droit, mais très clairement, cet effort collectif, il existe. Alors on entend des postures, ça, il n'y a pas de souci. Les opérateurs ont souvent l'oreille attentive pendant 10 minutes sur voilà, j'en ai marre, etc., etc. Ça, c'est notre travail aussi de vous écouter. C'est aussi, je pense, on le travaille avec l'URML, une porte naturelle pour capter directement celui qui est plus qu'à saturation. Donc ça, on a, j'évoquais ce matin au petit déjeuner, on n'a pas une semaine qui passe sans détecter un professionnel qui est à la rupture. Voilà. Donc ça fait partie de notre boulot, c'est pas simplement que de la coordination pour le patient, c'est aussi de la coordination pour les professionnels pour qui on travaille. Et donc, si on vient au SAS, j'ai entendu depuis ce matin, SAS, CPTS et SAS. Alors comment on fait concrètement? C'est toujours la même chose, toujours le même principe. Le patient au milieu de tout ça, il rentre dans la case de gauche ou il rentre par la case de droite, le résultat sera le même. Il arrivera à travers une régulation, qu'elle soit une régulation de 15 ou qu'elle soit une régulation à l'intérieur de notre cellule, à travers un appel qualifié à une supervision médicale si besoin est, puis un placement sur l'effecteur le plus approprié. Le plus approprié, encore une fois, c'est le médecin traitant, c'est le médecin autour de sa domiciliation. Et si tant est que toutes ces solutions-là soient usées, qu'est-ce qu'on va faire? On va user des solutions de téléconsultation que l'on aura implantées dans le territoire, ou bien sûr les bus médicaux, les médicobus. En fait, les médecins qui jouent le jeu, et ils sont très nombreux, par exemple dans un département comme la Manche, on leur demande de faire le boulot qu'on fait depuis toujours.
Et un gamin qui a 39, la secrétaire appelle, est-ce que vous pouvez le prendre entre deux, blabla, elle dit ok, vous venez à 15h15, il va vous voir entre deux. C'est ce qu'on fait tous les jours dans tous les cabinets de France depuis tout le temps. Bon, la difficulté aujourd'hui, c'est que le patient qui va sur Doctolib, tous les agendas sont remplis, et il n'y a pas possibilité de passer entre deux machins, tout ça. Et ça, c'est le boulot que fait la cellule, par exemple. Donc, ce qu'on demande aux généralistes en Normandie, c'est quelque chose qu'on connaît naturellement depuis toujours. Et ça ne leur pose pas de problème. Et donc, si demain, vous vouliez lancer votre cellule, je sais qu'on serait content de vous accompagner. Et il faut juste se dire qu'au démarrage, effectivement, la courbe de démarrage, voilà, c'est pas un pic, hein, donc ça se fait. Et après, c'est exponentiel, c'est qu'effectivement, une fois que le professionnel s'est approprié l'outil en disant « Ok, ce qui vient de là-bas, on m'envoie pas de la 5 lettres », ça va être qualifié, que si jamais le patient ne vient pas, j'aurai quelqu'un pour l'éduquer et le rappeler. Je ne vais pas être pris pour un médecin voilà, à disposition dont on saisit et qu'on jette quand on en a plus besoin. Et donc, on voit bien cette courbe, vous voyez, sur 4 mois, c'est à peu près le temps qu'il nous a fallu, encore une fois, sur un département de 311 médecins. Là, on a attaqué le département du Calvados avec 2 grosses CPTS. On a émis plus de 600 appels sortants en l'espace d'un mois. Là aussi, pour que chacun s'approprie la solution dans le cadre de la CPTS, c'est-à-dire cet effort et cette coordination intra-territoriale. Et on a les mêmes effets, c'est-à-dire que, donc, département de la Manche, on est sur des fourchettes d'à peu près 600 appels mois aujourd'hui. Si vous divisez 600 par 300, vous voyez le prorata, ça fait entre 2 et 6 appels par mois par secteur. Donc, on parlait, c'était notre discussion tout à l'heure, c'est de dire finalement, ce soin non programmé par rapport à votre activité, c'est rien, c'est peanuts. Sauf que cette activité, passez-moi l'expression, elle emmerde tout le monde quand elle n'est pas gérée. Voilà. Donc en fait, elle va leur embouteiller le 15, elle va embouteiller des secrétariats qui vont se faire joyeusement voilà, qualifier de tous les noms. Et donc il faut aujourd'hui quelqu'un pour le traiter, tout en sachant que demain, moi je dis toujours que quand il n'y aura plus besoin de la cellule, c'est qu'on aura un écosystème favorable. Pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas là. Quand on fait des webinars par territoire dans un département, par exemple, on leur dit un truc simple. Plus on mutualise la charge, moins elle est lourde individuellement. Donc on fait appel au principe de solidarité et d'élargissement de la base des volontaires. Alors je disais tout à l'heure aussi, c'est que cet outil, pardon, c'est votre outil, enfin, c'est l'outil des libéraux du territoire. Et donc on a l'obligation et la force de s'adapter à chacun. Donc je dis toujours en rigolant, je sais qui a aquaponé le vendredi après-midi, qui travaille pas parce qu'il a un mandat syndical le mercredi, etc., etc. Donc on ne va pas vous emmerder sur vos 06 parce que c'est ça l'enjeu en fait. On ne le réclame pas, mais c'est naturellement. C'est que les médecins nous donnent leur 06 ou en tout cas un canal direct. Donc ce qu'on a développé, c'est soit le canal direct 06, soit un outil de messagerie qui s'appelle TeamDoc, qui est en fait un WhatsApp sécurisé, ou tout simplement, on envoie un petit texto. Dans la zone, c'est OK 18h15 ou OK ce midi. On envoie l'anamnèse et l'affaire est réglée. Question idiote, le gamin qui a 39, il passe par quelle voie? C'est le régulateur libéral, souvent, qui est du SAF 15. Le gamin qui a 40, là, s'il arrive par où il y a plusieurs portes d'entrée. Ça peut être le SAS centre 15, ou le pharmacien qui est emmerdé, ou l'infirmière qui voit un patient sans médecin traitant depuis je ne sais pas combien de temps, qui ne sait pas quoi faire. On rend service à tout le monde. Vous désembolisez le centre 15 avec ceci. On allège partout, oui. Et sur le taux de réussite, c'est 100% de contact? 99,8%. Quelles sont vos relations avec les ados? On termine peut-être, non? Non, mais on a besoin de comprendre les slides. C'est 500 oui. par Alors, mois. sur le SAS 50, c'est 500 à 600 appels mois. Sur un médicobus, c'est 6000 appels an, pour vous donner, enfin 6000 rendez-vous an. D'accord. Et sur le SAS, quand je vous dis 600 appels mois pour un département comme la Manche, c'est pas 600 appels, c'est 600 rendez-vous placés.
puisque vous le savez très bien, le nombre d'appels, le taux de conseil varie entre 40 et 60% sur un médecin libéral régulateur. Et les professionnels de santé vous contactent sur pourquoi? Pour vous dire qu'ils ne sont pas dispo, pour vous donner leur plage de dispo Non, alors encore une fois, on n'a pas de généralité, on s'adapte à chacun. On en a, c'est des geeks, donc ceux-là, c'est tout par messagerie, le lundi matin, bisous, comment tu vas, je suis dispo jeudi après-midi. Il y en a, on n'a pas le message, on va appeler le 06. Il y en a, on n'a pas le message et c'est la femme qui gère depuis chez elle et on appelle sa femme. On s'adapte à chacun parce que c'est là le problème aujourd'hui, enfin à mon sens, c'est qu'on veut faire quelque chose d'homogène alors que vous n'êtes pas en pratique homogène. Donc c'est pas possible de vous faire entrer dans le même carton. Mais, je dis ça devant le directeur Lagner, on est l'anti-plateforme nationale. Alors c'est juste une précision, on n'est pas anti, puisqu'on fonctionne avec. Oui, mais dans la philosophie du truc... On est dans l'antithèse du créneau mis à disposition non consommé, c'est ça, voilà. Mais on fonctionne avec la plateforme nationale pour ceux qui mettent des créneaux à disposition. On fonctionne avec d'autres logiciels, puisque chaque territoire s'est saisi d'un logiciel, Medavis, Institut, etc. Donc on a la joie et le bonheur d'avoir 10 interfaces ouvertes sur chaque... voilà. Mais c'est ça qui fait qu'on peut faire de la coordination. Sinon, si on avait un seul logiciel, c'est pas de la coordination, c'est de la réponse téléphonique et du placement. C'est pas la même chose. Et vous nous montrez le business plan dans votre diaporama? Oui. Vous l'avez collé? Pour l'économique, oui, on va vous le dire. Donc, juste, ce qui vous intéresse, parce que là, c'est pareil, M. Fatou, vous allez fermer vos oreilles, mais vous contestez souvent les chiffres qui vous sont donnés. Là, vous avez vos chiffres, on vous les donne. Voilà, donc vous pouvez manager, avoir votre dialogue de gestion et vos conversations annuelles. Ça, c'est important pour chaque généraliste qui fait du soin non programmé. À la fin de l'année ou à la fin du mois, on appuie sur le bouton imprimer ou transférer et il a toute son activité de soin non programmé. C'est important aussi pour les CPTS parce que par CPTS, on sait combien de soins non programmés ont été faits. On ressort toutes les datas pour les libéraux. Donc voilà, par exemple, ça c'est un tableau de suivi pour un SAS où on va venir même dire sur le nombre de rendez-vous qu'on a passés, combien on a replacé chez le médecin traitant. Ou pourquoi ne l'a-t-on pas replacé chez le médecin traitant? Parce qu'il était surbooké, parce qu'il est en arrêt de maladie, parce qu'il est en congé. On analyse tout ça pour que chacun puisse extrapoler. Le but de la cellule, c'est pas d'observer et de faire des conclusions sur la donnée. C'est simplement de vous les fournir pour que vous, individuellement ou collectivement en exercice coordonné, vous puissiez en tirer des conclusions et agir. Donc voilà, un peu, bon, ça c'est du classique, les patients sans ALD, les patients ALD sans médecin traitant, les communes, etc. pour dire, j'ai mis le Cotentin, je voulais faire plaisir un petit peu à qui de droit, à qui avec un S. Donc par exemple, voilà, sur des secteurs un peu carencés, bric-bec, etc. Enfin voilà, je veux dire, bien sûr, répartition par âge, par motif, tout ça, on vous donne tout ça, avec aussi sur un SAS, se dire, bah, ok, sur un département, on a un SAS, quelle est la corrélation entre le secteur qui a une CPTS et celui qui n'en a pas? Est-ce que finalement, les appels qui viennent de mon SAS, j'en ai plus ou moins quand j'ai une CPTS? Est-ce qu'il y a un impact, une corrélation entre les deux? Tout ça, on vous le fournit pour que vous puissiez faire le travail approprié. Bon, là, voilà, la slide. Alors, le modèle économique. Combien c'est-il que ça coûte et est-ce que c'est facile? Non. Monsieur le directeur, vous pouvez rester pour... Non, mais c'était... D'ailleurs, on reprend dans la conversation qu'on a entamée tout à l'heure au déjeuner, puisque notre échange, c'était bien de dire, aujourd'hui, ça a un coût, la coordination, mais finalement, au regard du résultat, est-ce que ça a un coût réellement, quoi? Donc, le modèle économique, notre cellule aujourd'hui, enfin, à la fin de l'année, c'est à peu près 20 salariés et c'est à peu près 1,4 million, 1,5 million de budget annuel. Ce sont des multifinanceurs, ARS, région, CPTS, EPCI. On a un contrat pluriannuel avec la région Normandie et SAS. Oui, alors quand je dis ARS, c'est à la fois un FIR de soutien, mais aussi un FIR fléché que sont les SAS, bien sûr.
On a un contrat pluriannuel avec notre région qui est quand même très active sur la santé. Oui, depuis 2006-2007, la région Normandie est un partenaire incontournable pour nous à l'URML et nous accompagne tout le temps dans tous les projets. Et ça les a intéressés et donc ils abondent au budget de la cellule. Le premier poste, le premier budget, c'est quand même l'ARS qui nous le file. On a... C'était. On a oui. Mais l'ARS nous fait chier tout le temps. Là, on a eu moins 50%, c'est ça? On avait 400 000, on est passé à 160. Sur quels critères? Aucun. Mais, et donc, ça nous a forcé à bien comprendre que à très très moyen terme, on ne veut plus un seul centime de l'ARS. Et en fait, on est association 1901. On n'est pas une société commerciale et tout ça, et on a vocation à être complètement autonome financièrement par rapport à l'ARS. C'est plus possible de passer des semaines, des mois avec ces gens-là, c'est impossible, et d'autant plus que finalement on se finance sur la bête, quoi, en fait. Quand la branche libérale du SAS 50 nous dit ok, vous gérez les OSFP, elle nous file 250 000 balles ou je sais pas quoi, la branche libérale du SAS 50. 200 000. 200 000, c'est pas loin. Au fait, l'ARS, c'est 205 000. Oui, au final. Ça me revient. Et donc, on a démarré qu'avec des fonds RS et régions. Aujourd'hui, on fait payer les CPTS, on gère tous leurs soins non programmés. On fait payer le médicobus, on fait payer les branches libérales de SAS. Voilà, la partie ARS va tendre vers zéro, c'est ce que j'attends en tout cas. Voilà. Ça veut dire que pour moins de 20 salariés, nous gérons 3 CPTS de taille 3 et 4. En fait, on démarre vraiment, quoi. On a démarré par des petits projets de téléconsultation, tout ça, et là on est passé à une autre échelle. On démarre vraiment aussi, comme ça vous saurez tout, parce que Claudie est arrivée directrice de la cellule en octobre, c'est pour ça que vous voyez les chiffres d'octobre, et Claudie est quelqu'un d'assez performant quand même, manage une équipe, à l'expertise de tous ces trucs-là, et depuis qu'elle est là, la cellule, on l'arrête plus, quoi. Juste une question de détail. La rémunération des infirmiers en téléconsultation. Alors ça, c'est notre problème numéro 1 en Normandie, n'est-ce pas, monsieur Fatoum? En fait, les infirmières libérales, sur certains territoires, il y a un spot de téléconsultation où on peut assister à Livaro, par exemple, elles jouent le jeu. Sur un autre territoire, elles ont fait allez vous faire foutre, 12 balles la face, nous on ne fait pas, puisqu'une téléconsultation augmentée assistée, si c'est 10 minutes pour un médecin, c'est à peu près 20 minutes pour l'infirmière qui est avec le patient, t'es d'accord, Claude? C'est à peu près ça. Et donc à 12,50 € les 20 minutes, ou 12 €, je ne sais plus combien, elles ne jouent pas, elles ne peuvent pas. Et donc, soit on a des collectivités territoriales, PCI ou départements, qui amènent un bonus, soit elles ont demandé, l'URPS infirmier a demandé une ressource, une garantie de revenus de 200 € la demi-journée. Soit encore, il y a des collectivités territoriales qui salarient une infirmière qui est à poste dans un bled et qui fait de la téléconsultation. Elle est mutualisée sur d'autres territoires éventuellement. Mais c'est un vrai problème que le droit commun, comme l'ARS nous dit tout le temps. Mais il ne faut pas que tu dises ça, M. Fatoum, puisque vous trouvez les financements. Non. On trouve les financements chez des gens qui sont ad hoc et coopérants et tout ça. Mais il y a plein de projets qui n'ont pas vu le jour uniquement à cause de la rémunération des infirmières libérales. Vos liens avec les ADPS? Quoi? Les liens avec les ADOPS, les ADPS. Nous, on ne fait pas de permanence de soins. On va être ouvert que du lundi au vendredi. Beaucoup d'ADPS ont modifié leur statut. Libérale du SAS, quoi. Voilà. Ah oui, ok. Oui, branche libérale du SAS. Alors là, c'est pareil, on a les deux formats que vous connaissez bien. Soit la branche libérale s'est constituée dans une nouvelle association, soit a étendu son objet social au SAS. Voilà, j'ai bien compris la question.
Bien sûr, on travaille de concert, puisque aujourd'hui, on est vraiment l'opérateur de la branche libérale, et là où effectivement... Oui. Eh ben non, puisque c'est fléché depuis le FIR, en fait. Non, mais la branche libérale du SAS, elle est ravie. Elle n'a pas à salarier des OSNP, des machins. Elle ne veut pas s'emmerder avec les congés payés, les congés maladie, les machins, les trucs. C'est de la cellule qui gère tout ça. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'à moins de 20 salariés, on a quand même 5 CPTS à gérer et des grosses. On a quand même 2 SAS. On a quand même des projets de téléconsultation assistée augmentée sur tout le territoire. On a 2 médicobus pour moins de 20. Aujourd'hui, si vous faites ça de votre côté, déjà il vous faudra un manager parce que forcément, les opérateurs ne se gèrent pas tout seuls. Pour une population, c'est combien la Normandie là, en 3,5 millions. Mais comment dire Mais là, ça ne couvre pas toute la Normandie. Non, mais on y va. On ne peut pas fournir plus non plus tout de suite. On a des problèmes de locaux, de machins, de trucs, forcément. Mais on y va tranquille. On ne veut pas foutre tout ça en l'air. On veut consolider tout ce qu'on a fait. On a la crédibilité sur tous les territoires où on est. Ça commence à se savoir dans toute la Normandie. Comme je l'ai dit, c'est l'hôpital public lui-même qui vient vers nous. Le CHU de Caen avait des emmerdes en fin d'année, rappelez-vous, la triple épidémie, machin, tout ça, les congés payés. Et ils m'ont appelé le 22 décembre à 22h en disant « Putain, on a eu 3 morts ce week-end, on ne fournit plus, 3 morts sur bancaire, j'entends. Est-ce que vous pouvez nous prendre tous les patients piétons et les réorienter sur la ville ?» J'ai fait un webinaire, j'ai appelé on a invité tous les généralistes de la ville de Caen. Il n'y en a que 60 qui se sont pointés, mais c'était déjà pas mal, un 23 décembre en l'occurrence. Et on a dit ok, on y va. Pour, j'allais dire, en solidarité à nos confrères urgentistes qui craquaient complètement et tout le bazar. Et donc, ça s'est su dans le milieu hospitalier, et on gère maintenant Cherbourg, Saint-Lô, Avranches-Granville, Bayeux cet été, et ainsi de suite, plein d'hôpitaux publics qui sont venus vers nous. Même le chef des urgences du CHU de Rouen, je crois que c'est le plus gros service d'urgence en nombre de passages en France, avec 160 000 passages an, je ne sais pas quoi, nous a demandé comment on fait pour travailler avec vous. On a dit waouh, on se calme, hein. Mais on a dans l'idée de dupliquer la cellule qui est basée à Caen, en fait, de la dupliquer sur Rouen pour mutualiser un peu tout ça. Est-ce que vous avez des appels non décrochés? Et est-ce que vous gérez aussi les soins non programmés pour le deuxième recours, pour les spécialistes? Très bonne question. Alors, il n'y a pas d'appel non décroché. Et bien sûr, l'infrastructure, je ne vais pas spécifier, mais elle est à l'identique de tout centre d'appel. Donc, les conversations sont enregistrées, les lignes sont suffisantes, les systèmes de secours dans tous les sens, bien sûr, tout ça, ça fait partie du jeu. Le second recours, c'est pour ça qu'il faut mutualiser, bien sûr, les projets pour que une telle infrastructure puisse se justifier. Le second recours, oui, on a été... Là, il y a une CPTS qui a 3-4 mois, c'est la CPTS de Caen, on a fait une seule, c'est chaud quand même. Et on deal avec les radiologues toutes les structures d'imagerie pour prioriser des rendez-vous en 48 heures pour scan et écho. Et donc on bosse avec eux et on a finalisé. Et ces rendez-vous-là demandés à la demande du médecin traitant. Le médecin traitant appelle la cellule, voilà, j'ai une suspicion de sigmoïdie, il me faut un scan tout de suite, parce que l'ANF, je vais l'avoir de toute façon dans 1 heure, mais avant de l'envoyer à l'hôpital, je voudrais éliminer une complication, un machin, un truc, et c'est ça l'objet de la cellule aussi, c'est de s'occuper du second recours. Moi j'ai une petite question. Oui, alors attends, Sylvie, Luc, et puis Guylaine. Alors, je trouve que votre organisation est très, très belle, très bien. Et juste une petite question sur cellule de coordination. Donc, on est d'accord que vous avez un opérateur de soins non programmés et en dessous, vous avez un superviseur médical. Mais ça veut dire que l'opérateur de soins non programmés est capable, par autonomie, de déclencher un SNP. Oui. C'est ça que ça veut dire. Et ce SNP est financé comment? Sur protocole.
sur Oui. protocole. Oui, bien sûr. Un peu comme fait SOS Médecins finalement. Absolument. C'est ça. Mais la Comme question- font les centres 15 aussi. Hein, On a des protocoles, on a une formation dans le centre interne. 15, il y a un médecin régulateur qui envoie vers un OSNP, alors que là, ça semble être l'inverse. Non, mais ça dépend quel est Ça la dépend porte quel d'entrée. projet. Si c'est un SAS, c'est un médecin régulateur. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que actuellement, SOS veut s'arrêter parce qu'on lui interdit de faire Oui, ça. je sais bien. Oui, C'est voilà. pour ça que les fonds SOS rendent service. Et du coup, la question qui enchaîne, j'ai vu qu'ils effectuent à peu près 25% sur un territoire là, que vous aviez défini des actes. Comment ils codent s'ils sont au-delà des 20 actes par semaine dans leur réponse à votre... Ils ne sont pas au-delà de 20. Ils sont à 2 à 6 par À semaine. 25%? Même les plus gros volontaires, là vous parlez de Parce que j'ai vu dans votre tableau qu'ils faisaient 25% dans l'effection. 25% dans les sélections. Pas dans votre tableau. Oui, oui, alors même les plus gros volontaires on sera limite au maximum, mais ils dépasseront pas. En plus de leur activité, encore une fois, ce sont des médecins du territoire qui ne sont pas spécialisés. C'était notre conversation tout à l'heure. SOS, là. Oui, sur 25% SOS. des appels. 25%. Donc même quand on travaille avec eux sur le territoire, par exemple de Cherbourg, ils prennent au-delà de du quota des 20. Et ils codent plus les 15 € du coup. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, je leur transfère et ils me prennent. Pour monsieur Fatou. C'est le boulot de la CEPAM du coin. Hein. Je ne suis pas là pour ça. Voilà. Luc. Oui, ben d'abord, bravo. Bravo, d'autant plus que c'est un modèle au départ. On a l'impression que c'est fait pour commencer par la Manche, pour une zone rurale. Hein. Je suis dans un département limitrophe de la Manche, on est que 180, on n'est pas 300 généralistes, avec une population un peu moindre, mais on voit que si ça se développe sur le Calvados, ça peut aussi se développer finalement en fonction des besoins sur des départements Caen avec la capitale de la région. Donc c'est aussi la capacité à s'adapter. Première question, ce médecin superviseur, c'est un médecin salarié, ça tourne dans la semaine, parce qu'on voit bien qu'a priori il va peu avoir à réguler, c'est pas les appels qui arrivent du SAS, c'est ce qui arrive des professionnels en dehors du SAS. C'est qui ce médecin, superviseur? Alors, on a un pool de médecins superviseurs, ils bossent à la journée. D'accord, c'est un médecin libéral. Il gagne 500 balles par jour pour 2 appels par jour, pour 2 demandes d'avis par jour. Okay. Et ce sont des mecs qui bossent à SOS et qui viennent faire des ménages là en plus, ou des mecs qui font de la régulation 15 depuis longtemps. Ok, très bien. Là, en l'occurrence, non, c'est pas des retraités, mais why not, au contraire. J'ai vu sur une diapo, il apparaissait CCAS, et c'est aussi le lien avec le DAC. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes de soins qui finalement relèvent plus du médico-social ou du social que des prises en charge au niveau des soins par des professionnels de santé. Quel est le lien de cette cellule de coordination avec le secteur médico-social et social? Et ben, c'est plus l'inverse. En fait, aujourd'hui, on a des DAC qui nous saisissent pour résoudre le problème du médecin traitant qui ne le trouve pas. Mais en dehors du médecin traitant, tu vois, c'est aussi dans l'autre sens. Tu vas voir un professionnel qui va t'appeler, il y a un problème de maintien à domicile, mais finalement... Ben voilà. C'est pour ça je disais de façon un peu provocatrice, que ça a été, au départ, notre relation, ça a été celle-là. C'est-à-dire les DAC nous appelaient en disant, on ne trouve pas d'effecteurs qui veulent recevoir des patients difficiles. Là aussi, on travaille avec chacune des DAC pour dire, on est sur l'effort collectif là aussi. Donc, on va répartir la charge du nombre, mais aussi, on va aussi répartir la charge de la difficulté. Donc, le patient polybateau qui se déplace pas, etc., compliqué, parle pas forcément français, mérite d'être accompagné, etc., etc. Là aussi, on va répartir l'effort sur l'ensemble des effecteurs. Bon, puis je vais terminer en posant quand même une question, même si François Braun y a répondu ce matin. Là, aujourd'hui, sur ce qui est du soin non programmé, je passe par la filière SAS, je fais une consultation pour un médecin traitant à 40 €. Je passe par la cellule de coordination en dehors du SAS, je fais une consultation à 25. En sachant que c'est une organisation territoriale, et François Braun nous a dit ce matin, finalement, à partir du moment où elle se coordonne avec le SAS, l'un et l'autre pourront coter les consultations à 40 €, c'est ce que j'ai compris ce matin. C'est ce qu'il a dit ce matin. Il a dit, s'il y a régulation, voilà, et s'il y a bien cette convention qui était bipartite entre la branche médicale urgente et la branche libérale du SAS, si on rajoute le troisième acteur, qui est la solution locale validée par l'ARS, machin, tout ça, puisque l'ARS finance. Par contre, systématiquement,
Il y a un lien, les médecins sont inscrits sur la plateforme nationale du SAS. Pour le SAS, oui. Non, pas forcément. Dans tous les soins non programmés, donc voilà, parce qu'on a compris ce matin aussi que ce ne serait pas une obligation. Voilà, il faut différencier déjà. Je le rappelle, il faut différencier les projets. Il faut différencier les projets. Encore une fois, tout passe pas par le SAS. Et après, le SAS, la cellule, c'est aussi son travail. On s'était engagé avec l'ARS Normandie à le faire. Tous ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme SAS, je ne dis pas forcément de mettre des créneaux, mais tous ceux qui ne sont pas inscrits, on les encourage, on leur envoie les liens, etc., pour qu'ils s'inscrivent sur la plateforme SAS. Par contre, effectivement, comme je vous le disais, certains et beaucoup ne mettent pas de créneau à disposition, puisque c'est quand on les sollicite qu'ils ouvrent un créneau qu'ils n'auraient pas ouvert, c'est-à-dire à 12h30 et 20h30. Voilà, c'est l'effort de guerre que vous faites. On a un problème par ailleurs en Normandie, c'est que pour nous, globalement, la plateforme SAS n'est pas fonctionnelle. C'est-à-dire que dans le Sud-Manche, par exemple, à Granville, à Orange, ou je ne sais pas où, quand on cherche un généraliste, on tombe dans l'île-et-Vilaine. Ou inversement, quand on cherche un généraliste à Orange, on tombe sur un endocrinologue de Caen. Ça en dit long, et quand il y a des webinaires nationaux, on prend le point, on est en train de voir ça, blabla, tout ça, et ça fait 1 an que ça ne bouge pas, quoi. Donc, nous, on est pragmatiques, on veut rendre service à la population et aux professionnels, et on avance comme ça, et c'est payé par l'ARS. Idéalement, moi j'avais proposé dans les webinaires, c'est que la cellule fasse ce remplissage pour le professionnel. Voilà. Si ça répond à un besoin. S'il y a besoin de tracer, la cellule était prête à remplir la plateforme à la place du professionnel pour signaler que le soin non programmé était transmis. Mais et alors j'ai pas de réponse. D'accord. Pierre. Oui, là, si j'ai bien compris, il y a une régulation libérale à partir du moment où c'est la contractualisation, si ça vient d'un SAS. Si ça ne vient pas d'un SAS, il n'y a pas de régulation médicale systématique. Si. Quand ça vient d'un SAS, vous avez le régulateur, alors le SAS 50, on va parler de celui-là, vous avez le médecin régulateur libéral qui agit avant l'OSNP. L'OSNP, il agira comme le vecteur entre le médecin régulateur et l'effecteur. Pour tous les autres projets où il n'y a pas de régulation médicale, nous avons notre supervision médicale. Mais ça ne donne pas lieu au plus 15. Voilà, ça ne donnait pas lieu. Aujourd'hui, mais depuis ce matin, j'ai compris que ça pouvait donner. Voilà. C'est pour ça que je voulais qu'ils le disent. Parce que. Nous, on attendait vous la répéter. Parce que ça fait un moment que je dis il y a un problème, quoi. En gros, c'est ce que je lui ai dit ce matin. L'État crée des CPTS, soins non programmés, c'est la mission numéro 1. On demande aux généralistes de s'engager, très bien, ils s'organisent, tout ça. Et puis, quelques mois plus tard, l'État crée SAS, et là, ça donne lieu à plus 15. Il y a un problème. Et donc, il a clairement dit, vous conventionnez dans le cadre du SAS, et vous êtes assimilé SAS. Quand vous voyez sur le médecin traitant, c'est lui qui récupère les plus 15, et ça, c'est bien aussi. Ouais. Et Thomas Fato me dit avec une régulation médicale, c'est vrai, mais nous, ça ne nous dérange pas si on conventionne, si on fait partie du SAS. On est SAS. Point. D'autant plus que, et je terminerai juste là-dessus, il y a des SAS que je connais de près, je ne vais pas les citer, c'est pas la Manche, où ils mettent l'OSNP juste après l'ARM. Et si bien qu'ils ont leur grille où ils ont protocolisé les trucs, et les 3/4 des appels ne sont pas régulés par le médecin régulateur. Le médecin régulateur de ces SAS-là sert à donner un conseil. Mais quand le gamin a 39, l'ARM bascule à l'OSNP, qui ne renvoie pas au médecin régulateur, il a 39, il n'a pas la nuque raide et il n'a pas de photophobie, je bascule directement à un effecteur identifié. Il n'y a pas de régulation médicale et ça fait plus 15 quand même aujourd'hui. C'est pour ça que moi j'avais juste une petite question, je me m'arrête. Est-ce qu'il y a une différence entre, ce n'est pas une question piège, est-ce qu'il y a une différence entre superviseur médical dans la cellule de coordination et régulation médicale? Toute la différence, c'est ce qu'on vient d'expliquer là, c'est le positionnement. C'est-à-dire que le régulateur, il prend tous les appels et les filtre. La supervision, elle intervient selon les protocoles, justement, en régulation, mais sur des appels qualifiés. Mais la question de Thomas Fato, mais
Et je comprends bien. C'est quoi un régulateur médical? Les mecs qui font de la supervision médicale à la cellule, ce sont des régulateurs libéraux. Donc, Le superviseur, quand il valide le protocole, il régule. Quand on dit superviseur, c'est juste depuis le départ pour ne pas mélanger avec un régulateur SAMU. C'est juste une question de sémantique. Ils font le même travail. C'est tellement le même travail que les mêmes gens que l'on a font de la régulation et au SAMU et chez nous. Hein. Enfin, voilà. Non mais il vous a pas échappé ce matin que M. Brown nous a bien expliqué que dans certains SAMU, tous les appels ne sont pas régulés, mais sont protocolisés pour une grande part et ne passent pas systématiquement, pas en AMU, hein, je parle en AMU. Ah, en AMU, oui. En AMU, pas en SLP. Donc on est exactement sur le même modèle. Tout à fait. À partir du moment où on est sur de la base du protocole et pas du tri. Ça sert à rien de réguler une otite qui hurle et qui a 42 pièges. Ou un docteur. C'est en fait, c'est le boulot de nos secrétaires médicales dans nos cabinets. Ah, faut quand même. Question, ça vous arrive de renvoyer vers des effecteurs non médicaux, type infirmiers ou pharmacie, ou vous n'envoyez pas d'ordonnance? Deux choses qui nous arrivent. La première, c'est qu'il nous arrive aussi de renvoyer au médecin régulateur. Parce que quand le médecin régulateur dépasse le volume, il traite rapidement et il peut éventuellement ne pas avoir toutes les informations. Donc on va nous compléter à travers notre découverte, on peut lui renvoyer l'appel en lui disant est-ce que vous avez entendu ça dans votre régulation. Et deuxième chose sur les spécialités, oui, dentaire, gynéco, addito, voilà, on traite des... On vers l'infirmière directement, ou vers un sage-femme. Oui, oui. Et là on n'attend pas que les SAS se concrétisent dans un protocole. Nous, on a un appel, on doit le traiter, on prend l'annuaire et on y va. Vous protocolisez vers des envois vers de la téléconsultation aussi? Ouais. Puisqu'on gère, dans la même salle, on a tous les outils. Médicobus, téléconsultation, effecteurs identifiés, suivant la réalité du terrain. Didier? Alors, moi je suis un peu inquiet sur le plan financier, c'est pas très clair pour moi, parce que j'ai cru comprendre que l'ARS voulait se désengager. Non, c'est nous qui voulons. Enfin, elle se désengage et laisse à. Mais nous, on ne veut plus avoir rapport avec eux, c'est trop le bordel. Vous avez un budget d'1 500 000 € de ce que j'ai compris. Ouais. C'est le budget de mon DAC à moi, avec 27 salariés, donc pour vous dire quand même que ça a un coût quand même, hein, votre histoire. Vous me dites que les CPTS financent, mais les CPTS, vous savez très bien qu'elles ont des budgets quand même très contraints. Bah, je vais t'expliquer comment on a fait. Comment vous bouclez ce 1,5 million? Tu te souviens très bien qu'il y a eu un ACI numéro 1 sur les CPTS, et que maintenant c'est l'ACI numéro 2, et que dans l'ACI numéro 1, il y avait une ligne dédiée spécifique, orientation, je ne sais plus comment ça s'appelait, monsieur le directeur, orientation, régulation, je ne sais pas quoi, qui était par exemple pour une CPTS niveau 3 de 55 000 €, c'est le cas dans l'Orne Est, et niveau 4, 70 000 ou je ne sais pas quoi. Et bien nous, comme on était partis sur CPTS Orne Est, vous voulez pas gérer vos soins non programmés, vous voulez qu'on le fasse pour vous, filez-nous 55 000 balles, ils ont dit merci. Et c'est comme ça qu'on se finance par le DDCPTS. On est resté sur cette ligne-là qui est remixée aujourd'hui. La difficulté, c'est pas l'équilibre économique, c'est la phase de lancement pour atteindre le volume et couvrir les charges. Voilà, donc on avait pensé 5 ans, là c'est un peu dur parce que c'est dès la 3e année qu'on nous demande d'être au rendez-vous de l'équilibre, donc voilà, mais ça s'est accéléré en même temps. Ça s'est accéléré depuis le mois d'octobre, je l'ai dit, on finalise SAS 14, SAS 61 est en cours aussi, SAS 27 avec eux, et le SAS 76A, c'est-à-dire Sauron et pas Le Havre, puisqu'il y a 2 centres 15 en Seine-Maritime. On est en train de voir ça avec eux aussi. Donc vous prenez dans chaque SAS une part de leur budget. On prend, on se met d'accord avec eux. Bien sûr. Un SAS, c'est quoi? C'est 500 000 balles, dont 300-400 000 balles pour la branche libérale. Et nous, on prend à l'aise 250, 300, enfin voilà. Et ils sont ravis, hein. On fait tout le boulot, toutes les datas, on les sort, tous les machins, tous les trucs. Et eux, la branche libérale du SAS a une assemblée générale, un bureau. Il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de... La branche libérale, elle se retrouve à gérer simplement le recrutement de ces médecins régulateurs et la formation de ceux-ci, hein, et tout le reste, on s'en occupe en fait. Pierre.
Oui, donc par rapport, quand vous contractualisez, Et après, on arrête parce que. quand vous contractualisez avec un SAS, donc vous vous occupez des OSNT, mais c'est quand même la branche obligatoire du SAS qui gère les régulateurs. Oui. On ne fournit pas les régulateurs au sein du Mais on est parti d'un projet de téléconsultation dans un bled complètement naze dans le sud-Manche. Et puis on a grandi, quoi. C'était un concept URML qu'on avait eu, comment rendre service aux libéraux, quoi, en pratique. On a une toute petite question et la dernière. Oui. C'est fort. Pour les médecins en descente. Désolé, ça parle, je t'entends pas. Les médicobus, on peut avoir quelques mots sur le modèle d'un médicobus en termes de budget. Alors, on a lancé le premier médicobus dans l'Orne, on en a d'autres dans l'Eure et ainsi de suite maintenant. On a réuni, c'est pareil, c'était une idée de l'URML et j'avais réuni un comité de pilotage dans lequel il y avait la région Normandie, l'ARS, pas le département de l'Orne parce que c'était trop compliqué avec eux de toute façon, et puis la CEPAM. Et la CEPAM nous a dit les endroits où il y avait le plus de patients sans médecin traitant et des patients en LD sans médecin traitant, et ainsi de suite. Et on a décidé un itinéraire. Et on est parti comme ça. L'itinéraire n'est plus le même aujourd'hui, parce qu'il s'adapte, parce que voilà, et ainsi de suite. Et donc, ce médicobus, très vite, a été un franc succès, puisqu'en gros, on est plein pot du lundi matin au vendredi soir. On fait 30 patients jour dans le médicobus, c'est quand même ça en service. Et juste comme anecdote, il y avait encore quelques médecins traitants quand même sur ces territoires-là qui ont gueulé au départ, qui ont dit détournement de patientèle, médecine foraine, machin, tout ça. Médecine foraine, on avait déjà réglé la question avec le CNOM. Les détournements de patientèle, ils ont porté plainte et tout. Très bien. Maintenant, ces mêmes docteurs nous remercient parce qu'on leur amène de l'oxygène un peu dans leur activité. C'est-à-dire que les patients qui sont pris en charge à 10 km de leur cabinet par le médicobus, c'est ça qu'ils prennent en moins dans leur activité journalière. La seule chose, c'est qu'il faut, c'est pas un accès supplémentaire sur le territoire. Ta question, c'était le modèle économique, non? C'est une autre association que la cellule. Ah oui, non. C'est une association différente qui s'appelle Médicobus. Comme ça 50 et autre chose, comme machin et tout ça. Nous, on est un prestataire de service. Si tu veux. Et donc, le budget du Médicobus de l'Orne, ça doit être, quand je m'en mêle les pinceaux, je ne sais plus, c'est 1 million et quelques, un truc comme ça. C'est un peu moins de 900 000, ouais. C'est une dotation d'équilibre à 150 000 de l'ARS en fonds. C'est combien par acte au bout du bout? C'est cher. C'est un peu moins de 60. Ah bah c'est moins cher que les urgences. Oui. Je vous laisse. Non, c'est autour de 50. Mais autour de la valeur normale de l'acte. Ce qui coûte cher, c'est les médecins que tu mets dedans. Puisqu'en fait, c'est dans le département de l'Orne, ce qui n'est pas le cas dans l'Eure, mais dans le département de l'Orne, ce sont des jeunes retraités. Et les jeunes retraités ont dit, mais nous, on ne veut pas bosser en activité libérale, on veut être salarié, on veut bien monter dans le truc, mais on veut être salarié du camion, c'est en gros. Et donc, on a créé à l'époque, puisque rappelez-vous, les ISA aujourd'hui peuvent employer des professionnels de santé, ce qui n'était pas le cas il y a encore 1 an, il y a combien de temps? Moi, je ne sais plus, 2 ans. Enfin bref, les ISA maintenant peuvent salarier, mais au départ, on pouvait... Hein? Ouais. Et donc, on a créé, ça fait un peu drôle à l'URML, un centre de santé salarié de la CPTS Orne-Est. C'est la CPTS Orne-Est qui s'est dotée d'un centre de santé salarié pour que des jeunes retraités montent dans le bus. Alors aujourd'hui, on est content que les ISA puissent salarier, c'est plus simple. Ceci étant, ça coûte cher, puisqu'un médecin salarié, il y a des charges, des machins, des trucs, et c'est ça qui nous fait péter le truc. Donc on a une dotation d'équilibre là de 100 000 balles. Et si vous regardez bien ce qu'a annoncé Mme Borne dans le plan France Ruralité avec sa fiche chantée, elle a prévu 100 médicobus en France avec une dotation pérenne
Moi, ça m'a surpris que l'État annonce des dotations pérennes de 150 000 €, ce qui est la dotation d'équilibre pour le médico-éducatif. Moi, j'avais une question, peut-être la transition avec la suite. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de découragement au moment de l'échec des négociations conventionnelles de tous ces médecins ultra courageux? Mon excellent copain Jean-Michel Gall, qui est un médecin généraliste assez étonnant dans l'Orne, qui est un vieux lieutenant de l'URML, m'a appelé un jour en me disant: on se rend compte, si la consulte était à 30 balles, on serait à l'équilibre. Et donc, l'échec des négociations conventionnelles, ouais, ça a éclairé d'un certain... Dans tous les cas, c'est l'État qui va payer. Au total, comme tu le disais, ça coûte moins cher que les 300 balles dans un service d'urgence, moins le transport sanitaire, le machin, plus le transport sanitaire et tout ça. Donc voilà. Et puis, on a remis dans le circuit des tas de patients. On avait des coronariens diabétiques qui n'avaient pas eu un médecin depuis 18 mois quand même, hein, dans l'Orne. Donc voilà, quand même. Hein.